Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Le chef de l'État, Patrice Talon, à l'instar de ses pairs, a participé au 59e sommet de la CEDEAO à Accra, au Ghana, à suivre donc à cet effet le point de presse du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les promoteurs d'industrie agroalimentaire en atelier de formation, une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique pour rendre ces entreprises plus performantes. Et puis 80 ans, jour pour jour, que l'Allemagne nazie attaquait l'Union soviétique. Retour sur l'historique de cette guerre dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Point de presse ce lundi 21 juin du ministre des Affaires étrangères et de la coopération devant la presse et des fonctionnaires du ministère. Aurélien Agbenossi a fait le point du 59e sommet de la CEDEAO tenu à Accra au Ghana le 19 juin 2022 et qui a connu la participation du président de la République, Patrice Talon. On l'écoute au micro de Clémence Tonoucoin et Jean-Baptiste Boucault. Les chefs d'État et de gouvernement, réaffirmant leur engagement à approfondir le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, ont procédé à l'examen et à la prise de décision sur des questions spécifiques ci-après. D'abord, sur la situation de la pandémie de la Covid. La conférence des chefs d'État a pris note de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans notre région, qui révèle une stabilisation résultant des efforts déployés par les États membres de l'organisation ainsi que ceux de nos structures spécialisées qu'on appelle l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS. Elle a également pris note de la vaccination dans tous les États membres au moyen des vaccins fournis par l'initiative COVAX, dont notre pays fait partie, et ils ont salué la récente décision du G7 de fournir des vaccins supplémentaires aux pays en développement. Sur la situation politique dans la région, la conférence a réitéré ses préoccupations au sujet de la crise au Mali. À cet effet, la conférence des chefs d'État a pris note de la nomination du Premier ministre civil et de la formation d'un nouveau gouvernement et de l'engagement des autorités de la transition à se conformer au calendrier électoral, l'élection présidentielle étant prévue en février 2022. Concernant particulièrement la situation sécuritaire dans notre région, la conférence reste préoccupée par la situation sécuritaire. Elle a réaffirmé sa détermination à lutter sans relâche contre le fléau du terrorisme et a fermement condamné la récurrence des attaques terroristes dans les pays de la ligne de front, à savoir le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria, ainsi que le Mali. Par ailleurs, la conférence a exprimé sa vive préoccupation quant aux effets déstabilisateurs des opérations des groupes de mercenaires venant de la Libye et appelle à une action internationale concertée en vue de la résolution urgente de cette question qui implique le désarmement des groupes de mercenaires dont je viens de parler. En ce qui concerne la sécurité et la sûreté maritime, la conférence a réitéré son appel aux États membres afin qu'ils mettent pleinement en œuvre les mesures adoptées au niveau national, régional et continental dans le but d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée. Sur la création d'une union monétaire, je voudrais vous informer que la conférence a décidé d'adopter le pacte de convergence de la stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO, dont la phase de convergence couvre la période 2022-2026 et la phase de stabilité qui, elle, va courir à partir du 1er janvier 2027 au titre des réformes institutionnelles. La conférence des chefs d'État a adopté à l'unanimité la réduction à 7 du nombre de commissaires. Atelier de formation des promoteurs d'industrie agroalimentaire de l'Atlantique ce lundi 21 juin. C'est une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce qui vise à rendre les industries agroalimentaires plus performantes et plus compétitives sur le marché. Suivez le point de Clémence Tonoucoin et Romaric Devouchy. La direction départementale de l'industrie et du commerce, à travers cet atelier de formation, entend rendre plus performantes et plus compétitives les industries agroalimentaires érigées sur son territoire. L'atteinte de cet objectif passe par une amélioration permanente de leurs prestations, ceci dans la promotion et la valorisation de nos ressources locales. En matière de course à la démarche qualité, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est dire que
La démarche qualité doit constituer un processus d'amélioration permanente et continue de vos prestations, dans le but d'être performant et compétitif sur le marché. La présente séance de sensibilisation a donc pour objectif, dans le respect de notre mission de promotion et de la valorisation de nos ressources locales, de contribuer à l'amélioration de la qualité de vos offres dans le respect des tests réglementaires nationaux et internationaux afin de les conformer aux exigences du marché. Le représentant du préfet à cet atelier a invité les participants au respect des règles d'hygiène et de production propres à leur domaine d'activité. Chers promoteurs, désormais, aucun pays ne peut participer au commerce international sans prendre en compte les exigences de qualité et de normes. Pour ce faire, votre premier réflexe lorsque vous voulez produire est de vous conformer aux exigences techniques, à savoir les bonnes pratiques d'hygiène et de production en industrie agroalimentaire afin d'assurer une bonne santé aux consommateurs et d'être compétitif sur le marché national et international. Il est donc important que chacun de vous accorde beaucoup de sérieux et d'attention aux présentations qui seront faites par les différents communicateurs afin de capitaliser les enseignements reçus de cet atelier. Les initiateurs du présent atelier espèrent voir dans les prochaines semaines l'impact positif des travaux. Ce n'est plus uniquement les conducteurs des engins à 2 roues qui sont contraints au port de masque à Cotonou. Leurs passagers y sont également astreints. C'est une décision qui émane de l'arrêté pris par le préfet du littoral Alain Soro-Orunla le 16 juin dernier. En faisant part des motivations qui sous-tendent celle-ci face aux journalistes ce lundi, l'autorité préfectorale a laissé entendre que cette décision ne relève pas d'une punition. Au contraire, elle vise à préserver la vie des citoyens. On l'écoute au micro de Clémence Tonokwe. Si nous sommes convaincus par la nécessité que le port du casque préserve la vie du passager vaut autant que celle du conducteur qui d'ailleurs est le seul à savoir quand est-ce qu'il y a risque. Donc il s'est agi tout simplement de corriger une incongruité, à savoir que celui qui n'a pas la maîtrise du guidon ne soit pas exposé aux aléas de la circulation et que sa vie mérite également, plus que quiconque d'ailleurs, d'être préservée. D'où la nécessité de rappeler cet impératif aux usagers. C'est ça ce qui a motivé cet arrêté qui vient combler, je vais dire, un vide parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de base textuelle à cette obligation observée avec plus ou moins de discipline par les usagers. Donc il s'agit ni plus ni moins d'une mesure pour préserver la vie, parce que les motocyclistes sont les plus exposés aux accidents, ils sont les plus vulnérables. Et quand vous faites une chute, que vous vous retrouvez la tête sur le macadam, vous perdez la vie, ou c'est un traumatisme crânien dont les conséquences sont parfois irréversibles. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte de nous prémunir contre ce risque et préserver notre vie en protégeant la tête par le casque, ce qui se fait dans tous les pays civilisés. Il vaut mieux être en vie et affronter la cherté de la vie, comme les gens le déplorent, plutôt que de perdre la tête et donc de perdre la vie. C'est une mesure qui, pour nous, est impérative et elle ne relève ni de la punition, ni de la démagogie, ni du populisme, mais tout simplement qui résulte du respect que nous témoignons pour la vie des Béninois, la vie des Cotonnois en particulier. Si l'on veut appliquer cette mesure simple, élémentaire, on trouvera toujours le moyen de le faire. Les Béninois sont astucieux, ils sortent des schémas. Comment on fait si papa, maman et les 3 enfants doivent voyager? Est-ce qu'on doit avoir 5 casques ou est-ce qu'on doit se retrouver sur la même moto? La moto n'est pas faite pour transporter les familles. Les motos sont conçues pour transporter 2 passagers. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et la vie, la sécurité de la vie n'a pas de prix.
Restons avec le préfet du littoral qui a lancé officiellement ce lundi l'examen du baccalauréat session de juin 2021 dans ce département. Il était accompagné pour l'occasion du premier adjoint au maire de la ville de Cotonou et le lancement a eu lieu au CEG Bégamé. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2021 ont démarré ce lundi 21 juin. Dans le département du littoral, c'est le préfet Alain Soro-Oronla qui a officiellement lancé la composition au CEG Bégamé. Il apprécie l'atmosphère dans laquelle la composition se déroule. J'ai constaté que les enfants sont plus sereins, ils ont été bien préparés. Ils composent dans une atmosphère aussi détendue que l'année a été paisible. Et nous espérons que nous aurons le meilleur taux de réussite dans le littoral. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a quasiment autant de filles que de garçons, ce qui confirme la tendance que nous avons observée au BEPC, à savoir une scolarisation de plus en plus massive de nos filles, de nos sœurs, et que cela est encouragé. C'est à encourager et j'espère que le taux de réussite des filles sera aussi brillant et éloquent que le nombre de candidates inscrites. L'intrusion de Dame Pluie, vous savez que sous nos cieux, c'est signe de bénédiction. Donc c'est une pluie pour rafraîchir l'atmosphère, rafraîchir les mémoires et raviver les connaissances. Le premier adjoint au maire de Cotonou, représentant le maire aux côtés de l'autorité préfectorale, est revenu sur les objectifs des travaux dirigés initiés cette année par la municipalité. On leur a dit nos mots d'encouragement et de rester serein, et ce n'est qu'une évaluation. Les travaux dirigés qui ont été initiés sont quand même les bienvenus pour galvaniser les enfants, pour que face aux épreuves, qu'ils s'en sortent vainqueurs. Après le CEG Bégamé, l'équipe préfectorale a fait le tour de quelques centres de composition pour s'assurer du bon démarrage de l'examen. Dans le département du Koufo, c'est le préfet Christophe Mengbedi qui a procédé ce lundi au lancement officiel de l'examen du baccalauréat au CEG 1 à Plaroui. Jonas Botti y était. Voici son compte rendu. Et c'est parti pour les compositions de l'examen du bac session de juin 2021 dans le département du Koufo. Les filles ne font que 772 sur un total de 2938 candidats, soit un pourcentage de 26,27%. D'après le directeur départemental de l'enseignement secondaire dans le Koufo, ce taux est en nette progression par rapport aux années précédentes. Il y a eu une nette amélioration par rapport aux autres années. Sinon, les années antérieures, on tournait autour de 18%. Cette année, vous avez constaté qu'au BPC, on est déjà à 46%. On a constaté également que cette amélioration est notée également au niveau du baccalauréat. Ces candidats sont répartis dans 5 centres et dans 8 séries. Bon, particulièrement cette année, il y aura la F4 et la F3. Sylvie Deschacus, superviseure et représentante du directeur de l'Office du bac, félicite les acteurs impliqués dans l'organisation du bac dans le Koufo. Alors le constat est que les autorités ont fait d'excellents travaux de préparation des candidats. Déjà à notre arrivée hier, tout était en place. L'organisation, les salles bien éclairées, les copies d'examen préparées. Au commissariat, les cantines étaient là, tout était bien scellé, tout en place. Ce matin, à notre surprise, à 6 h, les candidats étaient déjà sur les lieux. C'est la preuve que les autorités ont fait le travail. Le grand challenge pour le préfet du Koufo, c'est que son département puisse améliorer son taux de réussite par rapport à l'année passée. Nous sommes venus pour dire à nos enfants d'être rassurés. Et nous leur avons dit d'être sûrs d'eux-mêmes, de lire les épreuves, de les relire, et de tout faire pour que nous puissions gagner. Et afin de nous permettre de ne plus occuper ce rang-là dont vous avez parlé. Et nous ne serons plus 6e, nous serons premiers. Nous avons à remercier tous les acteurs du système éducatif. Les associations des parents d'élèves, les enseignants, tout cela contribue au succès de nos enfants. Et vous allez voir qu'ils vont réussir massivement. En ce qui concerne l'effectif des candidats par série dans le département du Koufo, la série D bat le record comme d'habitude avec 46,28% de l'ensemble des candidats. Les candidats de la série C ne font que 2,79%. La série F4 fait 0,76% et il n'y a aucune candidate dans la série F3 dans le Koufo.
L'actualité hors du continent à présent, le gouvernement espagnol va gracier ce mardi les indépendantistes catalans incarcérés pour tentative de sécession en octobre 2017. Cette tentative constitue l'une des pires crises politiques en Espagne. La réconciliation entre Madrid et Barcelone, c'est ce que le Premier ministre espagnol est venu plaider ici même au théâtre mythique du Liceu, en plein cœur de Barcelone. Alors ces dernières semaines ont été électriques en Espagne car le gouvernement espagnol compte libérer de prison les dirigeants indépendantistes catalans, ceux-là même qui avaient été condamnés pour sédition en 2017. Mais il ne s'agirait que d'une grâce partielle, c'est-à-dire que même s'ils sortent de prison, ils devraient tout de même payer leurs amendes et ils resteraient inéligibles. Alors cette décision du gouvernement ne fait pas l'unanimité en Espagne. La droite espagnole notamment se montre contre toute forme de grâce et à l'inverse, les indépendantistes catalans, ou en tout cas certains d'entre eux, demandent une amnistie totale. C'est donc dans ce contexte que le Premier ministre Pedro Sánchez est venu plaider pour la réconciliation. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'a décidé le gouvernement espagnol, c'est d'affronter le problème, de rechercher l'union. C'est pourquoi demain, dans l'esprit constitutionnel de Concorde, je proposerai au Conseil des ministres d'accorder la grâce aux 9 personnes condamnées dans le procès et qui sont en prison. La grâce ne sera officielle que ce mardi, après réunion du Conseil des ministres. Les prisonniers devraient être libérés dans la foulée. Une décision qui ne suscite pas l'adhésion de tous malgré la volonté manifeste du Premier ministre Pedro Sánchez de resserrer les liens d'unité nationale. Suivez ici les réactions de quelques citoyens espagnols. Je considère qu'ils s'en sortent bien et que si quelqu'un enfreint la loi et n'est pas puni, eh bien il recommencera à faire ce qu'il veut. Et donc ils peuvent aller encore plus loin quand ils le veulent, tirer sur la corde et fixer eux-mêmes les limites. Ils sont en prison déjà depuis quelques années et ils vont leur épargner une partie des années qu'il leur reste à faire, parce que c'est une peine très élevée qui leur a été infligée. Alors il me semble que c'est un pas nécessaire pour dépasser cette situation qui est pitoyable pour la Catalogne. Avec cette grâce, ce que nous faisons, c'est leur donner raison, après avoir enduré un procès, avoir été poursuivis et avoir été en prison. Maintenant, c'est comme si tout cela n'avait servi à rien. C'est le sentiment que j'ai. 80 ans, jour pour jour, que l'Allemagne nazie attaquait l'Union soviétique, une guerre que Joseph Staline a appelée « Grande guerre patriotique ». Suivez ce reportage de nos confrères de RT France sur cette guerre du 22 juillet 1941. Le 22 juin 1941, l'URSS entre en guerre, ou plutôt, c'est l'Allemagne nazie qui attaque l'Union soviétique. À 3h30 du matin, tout le long de la frontière soviétique, qui s'étendait alors de la mer de Barents à la mer Noire, les postes frontaliers et les bases aériennes soviétiques sont pris pour cible par l'artillerie et l'aviation allemande. Une attaque qui prend l'armée rouge totalement par surprise. Tard, dans la nuit du 21 juin, je suis rentré de mon service. La fenêtre de notre chambre était ouverte, elle donnait sur la rivière. Nous avons remarqué que sur l'autre rive, la ville était complètement plongée dans l'obscurité. Il n'y avait pas une seule lumière et c'était exceptionnellement calme. Le matin, vers 4 heures, nous avons été réveillés par les explosions d'obus lourds et de mines. Nous avons tout de suite compris que les Allemands avaient commencé une préparation d'artillerie. J'ai crié « Lève-toi, mon cher ami, c'est la guerre !» Quelques heures plus tard, à midi, le commissaire du peuple, Vyacheslav Molotov, annonce au pays entier l'attaque allemande par une allocution à la radio. Un discours devenu célèbre qui se termine par les mots suivants. « Nasze дело правое. Враг будет разбит. C'est alors le début d'une formidable mobilisation qui bouleversera le destin de millions de jeunes soviétiques. Soldats, marins, pilotes, tous portés vers un objectif commun, faire chuter le nazisme. Forte de ses succès sur le front de l'Ouest, l'armée nazie utilisera également la tactique du Blitzkrieg contre les soviétiques dans l'opération Barbarossa, la plus vaste opération militaire allemande de cette Seconde Guerre mondiale. Le but de cette guerre est clair, faire tomber l'URSS avant l'arrivée de l'hiver. Un objectif qui ne sera finalement jamais atteint. Et cette date du 22 juin 1941 résonne toujours avec douleur dans l'Allemagne d'aujourd'hui. In wenigen Tagen, am 22. Juni,
D'ici quelques jours, le 22 juin, aura lieu l'anniversaire de l'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie. Après avoir déclenché en 1939 la Seconde Guerre mondiale en attaquant la Pologne, l'Allemagne nazie a ouvert 2 ans plus tard un autre chapitre terrifiant. Pour nous, les Allemands, cette journée est une source de honte. L'Allemagne reconnaît la responsabilité qu'elle garde pour les crimes du régime nazi. La mémoire permanente de ce qui s'est passé en fait partie. Cela ne doit pas être oublié. Nous le devons à des millions de victimes et leurs descendants. De cette responsabilité prend l'origine notre devoir de travailler pour la paix et l'ordre international basé sur les règles. Für den Frieden und für eine internationale Ordnung, die auf Regeln basiert, zu arbeiten. Côté russe, on célèbre cette date, jour du souvenir et du chagrin, qui est aussi une journée de fierté. Fierté d'avoir gagné cette guerre. Cette année est marquée par le 80e anniversaire du début de la Grande Guerre patriotique. Au prix de millions de victimes, d'une énorme concentration d'efforts et de ressources, les peuples de l'URSS ont joué un rôle décisif dans l'élimination de la machine de guerre d'Hitler pour sauver l'Europe des horreurs du nazisme. Notre devoir sacré est de garder la mémoire des événements de cette époque, de la transmettre aux générations futures, de protéger l'honneur et la renommée des héros libérateurs. D'un côté comme de l'autre, la conclusion est la même. Tout faire pour tirer les leçons de l'histoire, pour que plus jamais l'humanité n'ait à revivre une période aussi sombre. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.